Top. C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on a pu établir la liaison avec l'ensemble des participants. Donc, je vous propose d'accueillir Maxence Cordier. Je ne suis pas sûr qu'on soit connecté. Si, c'est bon, Christophe. Si, c'est bon. Ça y est, on est connecté donc avec tout le monde. Donc, tout d'abord, je souhaite remercier Maxence Cordier qui est parmi nous. Donc, Maxence Cordier qui est un éminent spécialiste de l'énergie. Vous vous en rendrez compte au bout de 45 minutes, sans aucun doute. Maxence qui, par ailleurs, vient de publier un livre tout récemment qui s'appelle Énergie au pluriel, énergie avec un S, Fake or Not. Alors, c'est en anglais, peut-être est-ce dû au fait que Maxence est à Londres au moment où on se parle et qu'il manie l'anglais mieux que je ne le fais moi-même et mieux que beaucoup d'autres. Mais bon, ce livre, je vous invite à en prendre connaissance. On le mettra d'ailleurs à disposition dans les différents lieux qu'on propose de rencontres pour les salariés avec la CFDT. Donc, vous aurez la possibilité de le consulter et j'espère d'en faire l'acquisition. Vous verrez, c'est extrêmement riche sur tout un tas d'informations, de repères, d'ordre de grandeur sur ce qui concerne l'énergie. Et Dieu sait dont on a besoin de ce type d'éclairage en ce moment. Donc, on souhaite vous parler ce matin, sur 45 minutes avec Maxence, de ce qui se passe sur le marché de l'énergie, de ce qui se passe sur les secteurs de l'énergie en général, évidemment à l'aune du conflit en Ukraine. Mais on va le voir avec Maxence, conflit en Ukraine qui vient évidemment considérablement impacter ces questions énergétiques, mais il y a d'autres facteurs, d'ailleurs antérieurs au début du conflit du 24 février entre la Russie et l'Ukraine, qui ont joué un rôle. Donc on va faire un petit peu d'histoire récente, un petit peu de prospective, et j'en profite avant de donner la parole à Maxence pour évoquer le sujet que j'avais mis en avant dans une lettre d'administrateur il y a 2 ans à peu près, sur le signe noir. Le signe noir, c'est un bouquin que je recommande aussi à chacun d'entre vous, qui explique qu'il faut toujours imaginer que l'imprévisible, l'improbable puisse arriver. Et pour le coup, en ce moment, on fait face à beaucoup d'événements que personne n'avait prévus et aux conséquences, là aussi, que personne n'avait pu anticiper. Donc, je vais tout de suite demander à Maxence de nous scénariser ce qui s'est passé sur le secteur de l'énergie, on va dire ces 12 derniers mois, et en ayant un regard un peu plus précis sur les conséquences de la guerre en Ukraine. Maxence, je te donne la parole pour cette première séquence. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Christophe et merci beaucoup pour votre invitation à m'exprimer aujourd'hui. Alors là, il ne vous aura pas échappé que l'Union européenne et puis même au niveau mondial, il y a une crise énergétique majeure qui est en train de se dérouler. En fait, cette crise énergétique n'a pas été déclenchée par la guerre en Ukraine. En fait, les sous-jacents de la crise étaient déjà là avant et c'est ce que je vous propose de voir. Cette crise est multifactorielle. Il y a déjà une composante, alors qui n'est pas celle qui nous affecte le plus actuellement, même si ça commence à se voir, c'est sur le pétrole. Sur le pétrole, les investissements dans l'extraction, dans l'exploration-production ne sont pas en phase avec les perspectives de demande depuis plusieurs années. En fait, quand on regarde, par exemple, l'an dernier, les découvertes de pétrole n'ont couvert que moins de 10% de ce qui a été extrait. Et ça, c'est le cas depuis au moins 2015. Donc, en fait, chaque année, on découvre peu de pétrole et on s'attend à une crise pétrolière majeure dans les prochaines années. Et ça, c'est pas moi qui le dis. En fait, c'est assez largement partagé. Total, par exemple, il y a 2-3 ans, la vice-présidente stratégie de Total, Elly Christopherson, annonçait que Total s'attendait à un déficit offre-demande sur le pétrole d'une dizaine de millions de barils de jour, c'est-à-dire 10% de la consommation pré-Covid à horizon 2025. Donc vraiment demain. Le gouvernement saoudien s'attend à un déclin des extractions mondiales de pétrole d'une 30aine de % à horizon 2030.
Et l'Agence internationale de l'énergie annonce que les investissements dans l'amont du secteur pétrolier et gazier sont en phase avec la trajectoire net zéro, c'est-à-dire neutralité carbone en 2050 au niveau mondial, ce qui n'est pas du tout le cas pour la demande. Donc on a une trajectoire côté offre qui est plutôt orientée à la baisse, une trajectoire côté demande qui est toujours résolument orientée à la hausse, tirée par l'Asie et notamment par la Chine. Donc ça, c'est la situation mondiale sur le pétrole. Sur le gaz, c'est moins un problème mondial qu'un problème européen. Les extractions gazières européennes sont en déclin depuis le début des années 2000 et ce déclin s'est accéléré en 2017 avec le passage par la Norvège, le deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne après la Russie, de son propre pic d'extraction gazier en 2017. Donc, il faut avoir conscience du fait que, guerre en Ukraine ou pas guerre en Ukraine, l'Europe était de plus en plus dépendante structurellement d'importation de gaz depuis des pays hors Europe. Et quand je dis des pays hors Europe, en gros, il y a deux types. Il y a la Russie, qui est le pays proche avec le plus de potentiel d'accroissement de ses livraisons de gaz à l'Europe via des gazoducs, et des pays éloignés via du GNL, le gaz qu'on importe par navire sous forme liquéfiée. Le problème du GNL, c'est qu'il y a une compétition mondiale pour avoir accès à cette ressource, et cette compétition jusqu'à présent a été remportée haut la main par la Chine. Donc sur le GNL, les perspectives les capacités de remplacement du déclin des extractions des Pays-Bas et de Norvège étaient limitées. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une augmentation des importations de GNL, mais aussi une augmentation des importations de Russie. Et ça, Vladimir Poutine le sait bien. Il voit bien que l'Union européenne est de plus en plus dépendante et le sera aussi à l'avenir de la Russie, sauf si on décide vraiment de sortir du gaz russe, et c'est-à-dire réduire drastiquement notre consommation de gaz en général. Et en parallèle de ça, la Russie a diversifié travaille depuis plusieurs années à diversifier sa clientèle pour ses livraisons de gaz vers l'Asie. Donc la Russie a ouvert des champs gaziers en Sibérie orientale pour servir la Chine, avec la mise en service il y a quelques années, 2019 si je ne dis pas de bêtises, de Force de Sibérie 1, gazoduc entre les champs de Sibérie orientale et la Chine. Et depuis quelques années, la Russie et la Chine ont un projet, alors qui n'avançait pas beaucoup ces dernières années et qui là a pris une grosse accélération, Force de Sibérie 2, pour connecter les champs gaziers de Sibérie occidentale, ceux qui servent l'Europe et qui ne peuvent pas servir la Chine parce qu'il n'y avait pas d'interconnexion, et la Chine. Donc ça permettra à Vladimir Poutine de rerouter 25% à peu près du gaz qui était, pour des raisons géographiques dédiées à l'Europe, vers la Chine. Donc ça réduira encore sa dépendance à l'Union européenne, parce que là, si on coupe les échanges gaziers entre l'Europe et la Russie, le gaz que la Russie nous vendait, la Russie ne pourra pas le vendre globalement à d'autres pays. Avec ce projet-là, quand il verra le jour potentiellement dans quelques années, ça permettra à Vladimir Poutine de rerouter une partie de ce gaz vers la Russie. Et donc c'est dans ce contexte-là, bon, j'ai peut-être été un peu long, mais je pense que c'est important de replacer le contexte. C'est dans ce contexte-là que la crise a commencé au début de l'année dernière, avec donc déjà la Russie qui a préparé le terrain. Un certain nombre de stocks de gaz en Europe sont opérés par Gazprom, l'acteur gazier étatique russe, et ces stocks de gaz n'ont pas été remplis à l'été dernier, donc ils sont restés vides. Donc ça, on peut supposer décemment que Gazprom a préparé sur ordre du Kremlin une situation qui donne à la Russie davantage de levier sur l'Union européenne en cas d'accroissement des tensions avec l'Ukraine. La Russie a aussi réduit ses livraisons de gaz progressivement courant 2021, avec la réduction, voire le quasi-arrêt fin 2021 des livraisons via la Biélorussie, via le gazoduc Yamal. Donc la Russie avait à la fois éviter de remplir un certain nombre de stocks en Europe et réduit ses livraisons de gaz à l'Europe, ce qui a mis l'Europe sous pression. Et chose paradoxale, quand le conflit en Ukraine a éclaté, la Russie par contre, a rouvert tous les robinets. Et l'Europe s'est mise à importer énormément de gaz pour essayer de remplir le plus vite possible les stocks en prévision de l'hiver prochain. Donc actuellement, on importe énormément de gaz de Russie, même si quand on regarde ce qui se passe là, vraiment ces tout derniers jours,
La Russie commence de nouveau à réduire les livraisons de gaz à l'Europe, et là on peut craindre une cessation en bonne partie des livraisons de gaz à l'Europe. Donc on voit vraiment qu'il y a une situation où l'Europe est de plus en plus dépendante de la Russie travaille à réduire sa dépendance à l'Europe. Ça a été instrumentalisé depuis le début 2021 par la Russie pour préparer le conflit en Ukraine, et ça a été instrumentalisé de façon différente à différents stades de la montée en tension et du conflit. Fin 2021, la Russie réduit les approvisionnements gaziers pour mettre l'Europe sous pression, avec un prix du gaz qui explose à plus de 160 € le mégawattheure. Début du conflit, la Russie rouvre les vannes pour essayer de se mettre l'Europe dans la poche et puis montrer vraiment qu'on a besoin du gaz. Et là, elle réduit de nouveau les approvisionnements. Désolé si j'étais un peu long. Non, ça n'a pas été trop long, Maxence, aucun problème. Tu viens d'évoquer 160 € le mégawattheure de gaz. Est-ce que tu peux simplement préciser à combien on était 12 mois auparavant, pour montrer effectivement la rupture à laquelle on a dû faire face? Oui, tout à fait. En fait, avant le Covid, le prix du TTF, donc la référence hollandaise de gaz, se baladait entre 20 et 30 € le mégawattheure. Elle a explosé au courant 2021 pour atteindre 160-180 € fin 2021. Donc, on avait fait quasiment du x8, x6, x8. Donc, c'est absolument conséquent. Et là, maintenant, ça tourne autour de 100 € le mégawattheure. Alors, ça a tout un tas de conséquences. Déjà, le prix du gaz faible pendant la décennie dernière, malheureusement, a incité un certain nombre d'États européens à développer des politiques pro-gaz. C'est-à-dire, avec le boom du gaz de schiste, les États-Unis ont importé beaucoup moins de gaz dans la décennie dernière, donc le prix du gaz mondial a diminué. Le gaz était vraiment pas cher, entre 20 et 30 € le mégawattheure. Donc, un certain nombre de pays, je pense à la Belgique et à l'Allemagne, ont vraiment conçu des stratégies énergétiques s'appuyant durablement sur une dépendance croissante au gaz fossile. Des pays comme la France n'ont pas eu cette stratégie-là, mais par contre n'ont pas cherché à réduire leur dépendance au gaz. Donc là, c'est pour ça qu'on a une forte dépendance. Et là, maintenant que le prix du gaz s'envole, c'est particulièrement problématique parce que un certain nombre d'activités ne sont pas solvables à ces niveaux de prix-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte destruction de demande depuis plusieurs mois, notamment dans l'industrie des fertilisants, production d'engrais, dans la métallurgie, dans la papeterie, et dans un certain nombre d'États européens aussi une progression de la précarité énergétique, parce qu'avec un prix du gaz qui a fait x5, voilà, c'est difficile à gérer. Donc là, on en reparlera peut-être plus tard, mais il y a un gros sujet à ce niveau-là. Tout à fait. On évoquera cette question de la précarité énergétique, surtout qu'elle est, je pense, et tu nous le confirmeras, beaucoup moins ressentie en France par les dispositifs de bouclier tarifaire qui ont été mis en place qu'elle ne peut l'être dans d'autres pays européens, Royaume-Uni compris, où tu es en ce moment et où j'ai lu récemment que le gouvernement craint une explosion de la précarité énergétique à compter de l'hiver prochain. Donc tu pourras nous en dire un mot, mais je rebondis sur ce que tu évoquais quant à la Belgique et à l'Allemagne et aux politiques des pays membres. Est-ce qu'on peut simplement évoquer la façon dont les pays ont appréhendé la question énergétique sur le long terme, les questions de planification, j'ai envie de dire, on a entendu le président Macron évoquer la nécessité d'une planification énergétique. Est-ce qu'on peut faire le bilan sur depuis que le marché européen s'est mis en place, depuis la fin des années 90, sur quelque part une absence de planification ou une certaine, comment dire, vulnérabilité qui s'est installée, tu l'as dit très bien, au travers d'une dépendance au gaz russe. Est-ce que la politique des pays membres, voire la politique européenne, peut être observée sur ces années de marché dérégulé et quelque part en tirer quelques enseignements? Les enseignements d'ailleurs qui pourraient alimenter une réflexion sur une politique énergétique peut-être mieux construite à maille nationale, voire à maille européenne. Et j'y reviendrai puisque la CFDT a des petites préconisations que je partagerai avec toi sitôt qu'on t'aura entendu. Oui, en fait, au niveau européen, et donc dans l'Europe, je vais mettre le Royaume-Uni, il y a eu différents objectifs qui ont été poursuivis ces dernières années.
Par exemple, au Royaume-Uni, l'objectif, depuis maintenant un certain temps, je dirais une dizaine d'années, est vraiment de décarboner. Alors pas forcément parce qu'ils sont davantage conscients de l'urgence climatique que d'autres, mais parce que le Royaume-Uni, c'est un pays producteur significatif d'hydrocarbures, qui a passé son pic au début des années 2000, donc ils savent très bien ce que ça veut dire, ils voient très bien leurs importations qui augmentent, et donc par ce biais, ils voient l'importance de sortir des hydrocarbures. Boris Johnson n'est pas un écologiste convaincu, c'est surtout qu'il voit que ça coûte de plus en plus cher et ça expose de plus en plus son pays. Donc c'est sous cet angle-là que l'urgence de sortir des hydrocarbures est particulièrement bien comprise par le gouvernement là-bas. En France, jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, la priorité c'était de réduire la part du nucléaire, c'était pas de sortir des combustibles fossiles. Là, vraiment, le changement s'est opéré ces tout derniers mois. En Allemagne, la priorité, c'était de sortir du nucléaire, avec une promesse assez peu crédible de sortir du charbon à long terme, parce que en fait, c'était sortir du charbon au profit du gaz, mais l'Allemagne n'a pas de gaz, donc dans un contexte où l'approvisionnement en gaz, si on prend un peu de recul, va devenir de plus en plus compliqué en Europe, j'ai du mal à imaginer qu'un pays de 83 millions d'habitants, industriel, puisse faire un pari vraiment d'une dépendance durable et croissante au gaz. Donc là, il y avait encore un autre objectif. Et en fait, déjà, il y a ça, il y a différents objectifs, et en plus, il y a vraiment une absence de coordination entre les États membres, à propos de laquelle les gestionnaires des réseaux alertent depuis des années. Par exemple, il y a eu une tribune qui avait été signée au printemps 2019 ou 2020 par 14 gestionnaires de réseaux de transport d'électricité, dont RTE, appelant les États européens à se coordonner. Il y a eu des communiqués d'Engie, de TNET, des éléments aussi dans des auditions parlementaires de RTE à ce propos-là. En fait, on a développé des interconnexions à grande échelle en Europe, ce qui est très bien parce que ça permet d'augmenter la sécurité énergétique. On peut davantage... je suis toujours connecté ou... Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, ok. Ça permet d'augmenter la sécurité énergétique parce que si un pays a un déficit de production par rapport à sa demande à un moment, on peut mutualiser les surcapacités qu'on a, les réduire, donc ça peut permettre de baisser les coûts, mais ça n'empêche pas les pays de se coordonner pour être capable de répondre à peu près à leurs demandes. Et ce qu'on constate, c'est que dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, en fait, il y a une volonté de réduire significativement les capacités pilotables en s'appuyant davantage, donc pilotable de production d'électricité, en s'appuyant davantage sur les États voisins. Donc la France avait prévu de fermer 14 réacteurs nucléaires, elle en a fermé 2. Bon, finalement, maintenant, on vient de changer de politique, mais c'est très récent. Le Royaume-Uni va fermer toutes ses centrales à charbon et doit fermer, là pour des raisons de sûreté, la quasi-totalité de ses centrales nucléaires. L'Allemagne ferme toutes ses centrales nucléaires et prévoyait de fermer 14 gigawatts de charbon, c'est-à-dire que l'Allemagne prévoyait de fermer plus de 20% de ses capacités pilotables en 3 ans, ce qui est énorme. La Belgique veut fermer ce qui produit la moitié de son électricité d'ici 2025, c'est-à-dire ses 7 réacteurs nucléaires. L'Italie et l'Espagne veulent fermer leurs centrales à charbon, à fioul, et pour l'Espagne, des centrales nucléaires. Et donc tous ces pays-là veulent compter sur leurs voisins, mais c'est un peu comme quand vous allez avec des amis au restaurant et que chacun compte sur le fait que quelqu'un ait sa carte bleue. Si vous n'êtes pas coordonné, vous n'êtes absolument pas sûr que quelqu'un l'ait. Et là, à partir du moment où on va vers un réseau qui est de plus en plus intégré au niveau européen, il y a un réel besoin de se coordonner. Et en plus de ça, comme tu le disais, la dérégulation des marchés de l'électricité n'a pas aidé à investir là-dedans. Et c'est un problème qu'on constate un peu partout en Europe. Le Royaume-Uni s'y est remis avant la France, par exemple, mais le Royaume-Uni n'a quasiment pas investi pendant 20 ans. Là, ils investissent à fond dans différentes choses, mais la décennie en cours va être difficile à passer. Pour la France, c'est pareil, quand on regarde les scénarios de RTE, que j'imagine vous avez tous plus ou moins regardé, même les trajectoires les plus équilibrées, quand je dis les plus équilibrées, sont celles avec le plus de nucléaire, vont être extrêmement difficiles à suivre pour toutes les trajectoires. Est-ce qu'on sera capable de construire dans les délais autant d'éolien, autant de nucléaire, de flexibiliser autant le système électrique, d'isoler autant de bâtiments? Là, le défi dans les 30 prochaines années, dans toutes les filières, et pour ce qui concerne la demande, flexibilité et réduction de demande, vont être particulièrement difficiles. Donc là, il va falloir rattraper ce qu'on n'a pas fait dans les années passées. D'où la nécessité d'une planification de long terme. Absolument. Là, je viens de vous rejoindre pour être transparent avec tout le monde. J'ai perdu le réseau. Je suis à Lyon, sur la DR Sillon-Rodanien. Il faudra que j'en parle à Patrick Lyonnais, mais le patron de la DR Sillon-Rodanien, mais le réseau ne marche pas bien.
Je suis désolé, donc je n'ai pas tout entendu de ce que tu évoquais, Maxence, mais on va se débrouiller. Je vais simplement en profiter 2 secondes et te demander ton avis d'une certaine façon sur l'analyse qu'on a pu faire, nous, de la question européenne et en tout cas de la sécurisation des approvisionnements à maille européenne et d'améliorer la résilience globale du système électrique européen. On est parti du constat qu'on était sur un marché à 27. On était 28, c'était mieux à 28, maintenant on est 27, c'est comme ça. CF, le Brexit. Et que par contre, on est sur 27 politiques énergétiques nationales. C'est-à-dire que le marché, effectivement, met en commun l'ensemble des ressources au service des consommateurs européens, mais en ayant l'obligation d'associer 27 politiques énergétiques qui ne sont pas forcément cohérentes les unes les autres. On l'a vu ces derniers temps avec la Belgique, qui était sur des choix dont je ne donnerai pas le détail, mais qui méritent pour autant qu'on en parle de temps en temps. Et donc, on réfléchit côté CFDT, mais pas seulement. Il y a un organisme qui s'appelle Industriol, qui réunit l'ensemble des acteurs représentant les salariés en Europe sur une planification. Tu évoquais cette question de la planification à long terme, et on suggère que l'Europe se penche sur des questions de planification du type de ce que fait la France avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, ou de la stratégie nationale bas carbone. Pour ceux qui connaissent, c'est comment définir une trajectoire à 10 ans et à 30 ans de la question énergétique française. Et il serait peut-être opportun d'avoir à la maille européenne ce type de réflexion partagée qui nous permettrait, c'est notre conviction, d'être plus résilient parce qu'on mettrait en commun l'ensemble des ressources. J'en profite pour faire une petite seconde de publicité pour les réseaux. On a en Europe des réseaux qui sont de plus en plus interconnectés, qui nous permettent un foisonnement toujours plus fort, tant sur la partie consommation que sur la partie production. Simplement, on pense que c'est l'organisation du marché et cette problématique de planification qui fait défaut au bon fonctionnement du système électrique européen. Est-ce que pour toi, c'est une piste intéressante que de remonter d'un cran, à savoir à l'échelon européen, une planification énergétique qui assure d'abord et en priorité l'approvisionnement, la sécurité d'approvisionnement, la décarbonation de notre système énergétique, évidemment, mais ça, c'est déjà dans les textes, et quelque chose qui nous tient à cœur et qu'Enedis, par ailleurs, assure au niveau du territoire national français, des solidarités entre l'ensemble des territoires européens. Est-ce que tu as un avis à donner sur ces pistes ? Alors, j'ai des origines normandes et je vais te faire une réponse de Normand. D'un côté, oui, je pense que c'est indispensable à partir du moment où on a un réseau européen qui est de plus en plus intégré. On est obligé de se coordonner, de planifier au niveau européen parce que chacun ne peut pas faire ce qu'il veut dans son coin. Sinon, il n'y a pas de cohérence d'ensemble et on va dans le mur. C'est ce vers quoi on allait. Alors paradoxalement, finalement, la guerre en Ukraine a peut-être un peu réduit ce risque-là parce que ça a poussé un certain nombre d'États à réduire les fermetures de capacités pilotables envisagées. Alors, ce qui est néfaste pour le climat dans certains cas, par exemple, pour l'Allemagne, l'Allemagne est revenue sur la fermeture des 14 gigawatts de charbon qu'elle avait prévu pour 2023, mais au moins ça va soulager un peu le réseau électrique. Mais d'un autre côté, ça va être extrêmement difficile au niveau européen dans le contexte actuel parce que pour 2 raisons. Déjà, ça va dépendre de la Commission européenne. Alors ça, c'est quelque chose que professionnellement je suis par ailleurs, je m'occupe d'affaires européennes. Dans la commission actuelle, ce qu'on constate, c'est que ces sujets-là ne sont pas forcément traités avec la rigueur avec laquelle ils devraient l'être. Il y a beaucoup d'idéologie. Normalement, la commission est quand même la garante du respect des traités. Or, autant la commission respecte bien la directive énergie renouvelable avec vraiment une volonté de promouvoir les renouvelables, ce qui est très bien. Par contre, le traité Euratom, c'est beaucoup plus difficile de leur faire entendre qu'il y a aussi ce rôle de promotion dans le traité Euratom. Et donc, sur ces questions-là, déjà, il y a des difficultés au niveau de la Commission à bien traiter la totalité de ces sujets et de manière honnête.
Et ensuite, il y a un problème au niveau des États membres. En simplifiant un peu, on peut trouver deux types d'États membres au sein de l'Union européenne. Ceux qui voient dans l'Union européenne quelque chose d'en sortir tous ensemble par le haut, c'est-à-dire en jouant en équipe, on va réussir à bien se positionner par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, et donc à améliorer l'ensemble. Et il y a d'autres États, et là je mettrai particulièrement l'Allemagne dedans, qui voient dans l'Union européenne un moyen de pouvoir jouer sur les réglementations des autres États pour s'assurer de maintenir la compétitivité par rapport à ces autres États. Et donc, ça, on le voit particulièrement sur la question énergétique. L'Allemagne, bon, qui est anti-nucléaire depuis un bout de temps chez elle, a vraiment accru son militantisme anti-nucléaire ces dernières années sur la scène européenne parce qu'elle voit que les pays qui font des choix différents d'elle, c'est-à-dire qui vont garder du nucléaire, vont avoir une compétitivité accrue sur leur électricité. Vu qu'elle ne veut pas remettre en question sa politique énergétique pour laquelle elle a payé énormément, le seul moyen en fait d'éviter ou de réduire le risque qui est cet écart de compétitivité qui se creuse en sa défaveur, c'est d'essayer d'empêcher les autres de faire du nucléaire chez eux. Et donc il y a vraiment ce militantisme qui est destiné à essayer d'enfoncer les autres pour que tous les rapports entre les États au sein de l'Union européenne se maintiennent. Et donc tant qu'il y a cette approche au sein de l'Union européenne avec certains États qui refusent qu'il y ait d'autres choix que ceux qu'ils ont pu faire, qui soient faits avec des agendas qui peuvent être un peu différents selon les pays, ça va être compliqué. Donc d'un côté, oui, c'est essentiel. De l'autre côté, c'est quelque chose qui sera loin d'être évident à mettre en place et qui nécessitera vraiment de redéfinir complètement le débat. Merci Maxence. Bon, c'était pas une réponse de Normand, puisque en gros, tu dis que ça va être très difficile et ce que tu dis de l'Allemagne en termes de géopolitique n'est pas rassurant sur notre capacité effectivement à atteindre cet objectif-là. Tout à fait. Donc, en fait, là, je pense qu'on arrive au bout d'un cycle. Quand on regarde les discussions allemandes actuellement, donc ils sont aux abois parce que l'Allemagne a fait le choix de sortir rapidement du nucléaire, de garder une dépendance assez durable au charbon avec sortie en 2038 et de garder pour le coup une dépendance sans fin au gaz fossile. Aujourd'hui, les contraintes sur le gaz l'obligent à repenser tout ça et l'argument qu'ils mettent en avant là, depuis quelques mois, c'est de se dire bon bah finalement ce qui va nous sortir de ça, ça va être l'importation de gaz renouvelable de l'autre bout du monde, d'Australie, de Namibie, du Maroc. Et bon, quand on regarde le sujet de près, l'Allemagne ne pourra pas importer des quantités gigantesques d'hydrogène renouvelable pour plein de raisons, notamment physiques et économiques. Et je pense que bientôt, ils vont devoir acter le fait que leur stratégie énergétique ne va nulle part. Mais ce bientôt, est-ce que ce sera dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans 5 ans, c'est difficile à dire. D'accord. Donc, on vient un peu de balayer, je dirais, les problématiques d'ensemble. Je vais garder ma caméra fermée puisqu'on me demande pour des raisons techniques de la garder fermée. J'ai vraiment des problématiques de réseau ici à Lyon. C'est dommage, mais bon. Je vais passer aux questions qui nous ont été remontées. Je vais essayer de les rassembler. Une première vague de questions concerne quelque part les problématiques qui seraient à court, moyen, long terme. C'est-à-dire, est-ce que tu peux simplement nous éclairer sur ce que demandent certains des salariés, à savoir est-ce qu'on va régler cette situation d'ici les 5 ans, d'ici l'année prochaine? Alors encore une fois, et je l'ai dit en introduction, faire des prévisions, faire de la prospective, c'est toujours complexe, mais est-ce qu'on peut déjà anticiper que ça va durer un certain temps ou pas? Est-ce qu'on peut espérer trouver des solutions au-delà même de la guerre en Ukraine elle-même? C'est-à-dire que, est-ce que, tu l'as dit toi-même, il y avait des raisons structurelles au départ, qu'est-ce qu'on peut dire d'une sortie de crise, entre guillemets, à court moyen terme? Alors comme tu le dis, c'est quelque chose d'assez difficile à dire parce que bon, même si l'origine de la crise, c'est pas la guerre en Ukraine, c'est un accélérateur aggravateur. Donc, l'évolution de cette situation-là va évidemment jouer sur la situation énergétique. Admettons, alors même si personnellement je n'y crois pas, mais qu'il y a un cessez-le-feu dans 3 semaines, évidemment le prix du gaz va diminuer. Enfin, je ne sais pas s'il y a un coup d'État en Russie que Poutine
part, la situation peut changer du tout au tout rapidement. Cela dit, ce que j'expliquais au début, il y a quand même un problème de fond. Par exemple, sur le pétrole, il y a vraiment un problème mondial de fond. On ne trouve plus rien depuis des années. Les investissements ne sont pas à la hauteur des perspectives de demande, même s'ils sont quand même assez significatifs. Donc là, guerre en Ukraine ou pas guerre en Ukraine, ça va rester. Et le déclin des extractions gazières européennes va rester aussi. Donc, la situation, la crise actuelle est quand même amenée à durer. On ne va pas retrouver a priori des prix du gaz à 20-30 € le mégawattheure dans la décennie. Donc le gaz coûtera plus cher. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir admettre. Après, pour répondre à la crise actuelle, même si c'est peut-être un petit peu moins la question, je pense qu'il va falloir penser à 3 échelles de temps, c'est-à-dire l'échelle de temps très court terme, en gros comment est-ce qu'on passe l'hiver prochain et éventuellement celui d'après. Donc là on a assez peu de leviers à notre disposition, ça va être surtout jouer sur la demande, donc rationner la consommation de combustibles fossiles et l'électricité pour remplir les stocks de gaz, pour essayer de passer dans les moins mauvaises conditions possibles l'hiver prochain. Évidemment, revenir sur enfin je dis évidemment, mais c'est absolument pas le cas actuellement, revenir sur les fermetures de réacteurs nucléaires planifiées en Europe. Les 4 réacteurs qui doivent fermer, donc un en Belgique, 3 en Allemagne cette année, permettraient d'économiser 1 milliard de mètres cubes de gaz par mois, c'est-à-dire 12 milliards par an, c'est-à-dire en gros 10% du gaz qu'on importe de Russie. Donc ça résout pas le problème, mais c'est pas rien non plus. Évidemment aussi essayer de diversifier un peu les approvisionnements gaziers tout en ayant conscience du fait, et ça je pense que c'est une prise de conscience qui n'est pas suffisamment, enfin il n'y a pas vraiment cette prise de conscience au niveau européen, que le GNL ne compensera pas le gaz russe pour tout un tas de problèmes d'infrastructure. Il n'y a pas suffisamment de terminaux de liquéfaction, de regasification, de navires, de GNL disponibles sur les marchés parce qu'il y en a beaucoup qui est déjà vendu à long terme à la Chine. Donc là il y a des limites là-dessus, mais il faut quand même essayer de grappiller quelques milliards de mètres cubes par là. À moyen terme, accélérer la décarbonation. Et je pense que ça, c'est le maître mot vraiment pour répondre à cette crise durable, qui n'est pas vraiment une crise, mais plutôt une nouvelle donne énergétique introduite par une crise. C'est ça. Le seul moyen d'en sortir par le haut, c'est de décarboner, et de décarboner de façon volontaire. Dans tous les cas, on va consommer moins de combustibles fossiles, parce que à 100 € le mégawattheure, le gaz, encore une fois, il y a plein d'activités qui ne peuvent pas se le payer. Donc on va faire des économies. La question c'est, est-ce qu'on laisse le marché diriger ces économies comme c'est le cas actuellement, donc c'est-à-dire des entreprises qui mettent la clé sous la porte, qui réduisent leur production, des gens qui se retrouvent au chômage, des gens qui ne peuvent plus payer leurs factures de gaz et d'électricité dans certains pays européens, ou est-ce que on met en place des politiques accélérées de décarbonation? Et donc à moyen terme, ça va être développement accéléré des renouvelables, développement de la flexibilité aussi, ça c'est extrêmement important et on en parle trop peu. Des économies d'énergie. Alors à moyen terme, on n'est plus obligé de penser que sobriété, on peut aussi penser efficacité avec l'isolation des bâtiments. Et là, il faut vraiment accélérer. Et à plus long terme, on peut ajouter le nucléaire, relancer des réacteurs aussi. Et tout en continuant, bien entendu, les efforts à la fois de sobriété, d'efficacité et de déploiement des renouvelables. Alors, on avait effectivement des questions sur cette question, alors que certains ont résumé dans le chat par la chasse au gaspillage. Effectivement, derrière ce que tu évoques d'efficacité énergétique et de sobriété, c'est l'idée de moins gaspiller, entre guillemets, d'énergie. C'est pas qu'on la gaspille, mais on en fait un usage sans doute excessif ou abusif. J'en profite pour évoquer l'étude de la CFDT sur l'atteinte de l'objectif du Fit for 55 qu'on diffusera. Là, je fais une petite minute pub. Étude assez nourrie et assez détaillée sur comment on peut atteindre la décarbonation conforme au Fit for 55, à savoir réduire de 55% nos émissions de CO2 entre 1990 et 2030, qui est un challenge quand même assez important. J'ai ensuite des questions qui sont nombreuses et qui touchent au fonctionnement du marché. D'un mot, les questions consistent à dire les coûts de production de l'électricité en France, et là on n'est que sur l'électricité, n'ont pas évolué significativement, puisqu'effectivement un barrage hydraulique fonctionne comme il fonctionnait il y a un an, une centrale nucléaire aussi. Et pourtant, les prix sur les marchés, donc les marchés spot en particulier, mais pas seulement, hein, pour ceux qui ne le savent pas, les marchés à terme aujourd'hui sont très à la hausse. L'électricité qui s'achète pour des livraisons en 2023 ou 2024 sont sans rapport avec ce qu'on connaissait il y a 12 mois. Et donc, qu'est-ce que tu peux dire du marché et de cette anomalie, entre guillemets, entre des coûts de production qui n'ont pas vraiment évolué
et un marché qui, lui, a explosé. Je rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que le 4 avril à 8 h du matin, on a atteint sur le spot 3 000 € du mégawattheure, ce qui est assez impressionnant et qui, encore une fois, est sans rapport avec des coûts de production. Est-ce que tu peux nous donner un éclairage rapide sur l'analyse que tu fais de cette asymétrie entre coût et prix de marché? Oui, en fait, dans le marché actuel, le prix du marché est défini par les coûts variables de la production marginale. C'est-à-dire que quand on doit appeler les capacités électriques sur le réseau, on ne les appelle pas dans n'importe quel ordre. Si on doit produire de l'électricité pour répondre à une demande, qu'on a une éolienne disponible avec du vent mais qui ne tourne pas et une centrale à charbon disponible, on appelle d'abord l'éolienne parce qu'on n'a pas besoin d'acheter ni de charbon ni de droit à émettre du CO2, donc ça coûte moins cher à produire. Donc comme ça, on empile les renouvelables, le nucléaire, ensuite on appelle le nucléaire, ensuite le lignite, qui est un charbon brun de mauvaise qualité mais qui coûte vraiment pas cher, la houille, le gaz et le fioul, avec quelques recouvrements selon les centrales, mais bon, peu importe. Et donc, les coûts variables de la dernière capacité appelée définit le coût de marché, parce que c'est ce coût variable qui va définir pour l'exploitant de la centrale le moment à partir duquel il a plus à gagner ou moins à perdre, si vous voulez, à produire qu'à ne pas produire. Si le prix de marché est supérieur à votre coût variable, même si c'est inférieur à vos coûts totaux, donc vous serez déficitaire, mais vous serez moins déficitaire que si vous ne produisez pas. Par contre, si le prix de marché est inférieur à vos coûts variables, vous perdrez plus en produisant qu'en ne produisant pas. Donc, c'est vraiment avec ce coût marginal qu'on va aller chercher de plus en plus loin les capacités à produire pour répondre à une demande de plus en plus élevée. Le problème actuellement, c'est que même si en France, l'essentiel de la production électrique est bas carbone et ne dépend pas du prix des combustibles fossiles, je pense au nucléaire, à l'hydraulique et aux renouvelables qui sont vendus par complément de rémunération, la dernière capacité appelée est quasiment tout le temps une centrale à gaz. De toute façon, la France est interconnectée avec l'Europe où c'est une centrale à gaz. Donc on a un énorme écart entre le prix de marché et le prix auquel l'électricité est produite. Alors, il y a les consommateurs particuliers sont encore en partie protégés en France grâce aux tarifs réglementés, mais les tarifs réglementés ne sont plus non plus ce qu'ils étaient avant. Avant, il y a encore quelques dizaines d'années, le tarif réglementé était calculé sur les coûts de production d'EDF. Maintenant, le tarif réglementé, c'est un tiers de réseau, un tiers de taxes, un tiers de fourniture, avec la fourniture qui dépend à la fois de l'AREN, c'est-à-dire les 100 TWh que EDF doit vendre à ses concurrents à 42 € le mégawattheure, et des prix de marché. Et ça a été fait pour que les tarifs réglementés d'EDF soient contestables. C'est-à-dire qu'un tarif réglementé ne doit pas être tellement peu cher que la concurrence ne puisse pas s'aligner. Donc c'est là d'ailleurs qu'on voit un peu les limites de la concurrence pour le consommateur. C'est que là, on parle de monter les tarifs réglementés pour que la concurrence puisse exister. Et donc, la difficulté de ça, c'est que là, le prix de marché ayant explosé, cette nouvelle façon de calculer les tarifs réglementés fait que le tarif réglementé doit exploser. Donc, c'est pour ça que le gouvernement français a dû mettre en place pas mal de mesures en début d'année, donc quasi suppression des taxes sur l'électricité et augmentation en urgence et dans des conditions un petit peu rocambolesques augmentation de l'AREN pour essayer de geler ce tarif réglementé d'électricité. Par contre, les industriels ne sont guère plus protégés, à part via les volumes que leurs fournisseurs achètent par de l'AREN, et eux, ils sont exposés aux fluctuations de prix de marché. Et c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'industriels qui font faillite. Et tout l'enjeu dans les prochaines années, ça va être de penser à un autre... De remettre en place une régulation du prix de l'électricité qui, de toute façon, en France, est un débat qu'on va devoir avoir parce que l'AREN prend fin en 2025, pour pouvoir faire bénéficier l'ensemble des consommateurs, particuliers et professionnels, de la faiblesse des prix de l'électricité. Et ça, c'est un débat qui va être extrêmement compliqué pour deux raisons. Parce qu'au niveau européen, l'Europe voit dans le marché non pas un moyen, mais une finalité. Donc tout ce qui réduit le rôle du marché est très mal vu.
Alors qu'on pourrait penser, le marché de l'électricité fonctionne très bien, ça permet d'aller chercher la capacité dont les coûts variables sont les moins chers partout en Europe, donc ça fonctionne bien. Par contre, il ne faut pas, à mon sens, vendre la totalité de l'électricité au coût de marché. C'est-à-dire le coût de marché, ça permet d'aller chercher la dernière capacité, et en soi, si vous avez arrivé à vendre quasiment tout via des tarifs réglementés, aller acheter à 300 € le mégawattheure ou 400 € le mégawattheure, la dernière mégawattheure qui vous manque, c'est pas grave, c'est dilué dans le reste. Mais ce qu'il faut pour que les consommateurs aient accès à des prix raisonnables, c'est pouvoir vendre une bonne partie de ça hors prix de marché. Donc déjà, il y a un problème quasiment philosophique avec la Commission, et il y a un problème là pour le coup beaucoup plus concret avec certains États qui n'ont pas forcément visé la décarbonation en premier. Encore une fois, et je suis désolé, je suis pas du tout germanophobe, hein, j'aime beaucoup l'Allemagne, mais là pour le coup, sur ce coup-là, ils sont assez bloquants. L'Allemagne voit d'un très mauvais œil en fait le fait que la France puisse faire profiter ses industriels de son électricité bon marché, parce que pour elle, ce serait vraiment un avantage compétitif énorme pour les industriels français, et les Allemands commencent déjà à se positionner là-dessus. L'autre jour, j'étais à un événement organisé à Bercy sur la décarbonation. Il y avait le PDG de BASF qui disait clairement que BASF demande à ce que l'électricité en Europe soit accessible au même prix à tous les industriels. Et ça pose vraiment une question profonde en fait. Est-ce que effectivement on va vers un marché de plus en plus intégré, donc il faut que tout le monde ait accès à l'électricité au même prix en Europe avec donc une certaine solidarité, ou est-ce que chaque client dans chaque pays, les clients aient accès à une électricité à des prix différents qui dépendent aussi des choix faits par ces pays-là? Parce que si vous avez un pays qui fait le choix d'une dépendance durable et approfondie au gaz et au charbon, et que ça lui coûte très cher du fait de l'achat des quotas d'émissions et de l'achat des quotas des achats de combustibles fossiles, est-ce que dans ce cas-là, c'est aux autres pays qui ont décarboné de payer la note? Il y a une vraie question là-dessus. En fait, si on dilue cette responsabilité, si on met d'une certaine manière la même note à toute une classe, ça n'incite pas les gens à essayer de mieux travailler pour avoir une meilleure note. Donc, si tout le monde paye la même chose, indépendamment des choix politiques faits sur le système énergétique, ça n'incite pas les gens à prendre des choix à faire des choix qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour réduire le coût du système énergétique. Donc, il y a vraiment une question déjà sur le fonctionnement du marché européen, et après il y aura aussi des grosses réticences, je pense, de la part de la Commission et d'un certain nombre de pays membres là-dessus. Donc après, ce qui peut jouer comme en faveur de réflexion sur une réduction de la part du marché, c'est qu'il y a des pays où les consommateurs s'en sortent plus du tout, et là je pense notamment à l'Espagne, et l'Espagne milite vraiment pour remettre le fonctionnement du marché de l'électricité sur la table. Donc il y a quand même une demande dans un certain nombre de pays pour ça. Il va falloir voir après comment ça se matérialise. Je pense effectivement que la dimension sociale va prendre un rôle. Alors là, maintenant, j'ai mon ordi qui résonne. Ah. J'ai vraiment des soucis techniques, mais bon. Non, je pense qu'effectivement, la question sociale va être très prégnante dans les mois à venir, hein, je pense à l'hiver prochain, et que ça mettra sous contrainte les politiques, mais tout ce que tu as dit renvoie effectivement à une complexité quand même profonde de la façon dont on peut améliorer le fonctionnement du marché, mais plus largement améliorer le fonctionnement du système électrique. Et je m'en arrêterai là avec un tout dernier point, si tu permets, c'est que évidemment, nous, on a la conviction que dans tout ce qu'on évoque là, les réseaux, et là, je fais un petit peu de militantisme pour Enedis, mais aussi pour nos collègues de RTE, on est persuadé que les réseaux ont une place essentielle dans la réussite des grands objectifs du système énergétique européen, comme je le disais, en termes de sécurité d'approvisionnement, de résilience et évidemment de décarbonation. Et je te libère dans la minute, tu as juste un mot à dire, valider, invalider ou enrichir ce que je viens de dire? Oui, il y a des défis majeurs qui vont attendre les réseaux, parce que les systèmes énergétiques vont de toute façon devoir évoluer.
pour des raisons d'objectifs climatiques et de sortie des combustibles fossiles pour des raisons là, purement économiques, il va falloir fermer des centrales fossiles et faire évoluer notre bouquet. De toute façon, il y aura plus d'énergie renouvelable qui, pour certaines, sont plus diffuses. Alors, attention avec un truc qu'on entend souvent, l'énergie renouvelable, c'est décentralisé, ça dépend. Par exemple, un parc éolien en mer, pour le coup, c'est centralisé et loin des lieux de consommation. Donc, c'est pas toujours le cas. Et de toute façon, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un système soit centralisé ou décentralisé s'il n'y a pas forcément d'enjeu là-dessus. Mais en tout cas, les réseaux vont devoir évoluer. Et aussi pour, comme tu le disais tout à l'heure, augmenter les foisonnements à la fois de production, de demande et de flexibilité. Et il va falloir aussi développer les flexibilités. Alors les flexibilités à la fois côté stockage et côté demande, et ça va nécessiter une participation des réseaux. Alors stockage, il y a quand même des choses à faire, hein. Là, je pense pas à l'hydrogène, parce que l'hydrogène est, à mon sens, un rôle à jouer dans la transition, mais pas pour l'électricité. Par contre, convertir des barrages en step, développer le véhicule to grid, des choses comme ça. Ça, il y a quand même des enjeux sur le réseau. Par exemple, comment est-ce qu'on finance ça? Est-ce qu'il faut payer du TURP à chaque fois? Est-ce qu'on peut réinjecter? Est-ce que finalement, il faut mieux faire du vehicle to home, c'est-à-dire ne pas réinjecter sur le réseau, mais utiliser l'électricité directement dans le bâtiment? Enfin, il y a tout un tas de réflexions à mener là-dessus. Et après, la flexibilité de la demande aussi. Et là, pareil, il y a pas mal de choses à faire avec il va falloir aussi regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde. Il y a quelques idées qu'on peut récupérer. Je pense par exemple au pilotage sur consigne réseau de la climatisation et du chauffage, comme c'est fait au Texas. Alors, faut pas s'inspirer du réseau texan parce que voilà. Ouais, c'est autre chose, mais il y a quand même des bonnes idées qui peuvent être prises, et là, les réseaux auront un rôle majeur. Déjà, ils vont devoir se reconfigurer et devoir assumer des nouvelles missions qui, pour l'instant, n'étaient pas forcément tarifées, d'ailleurs. Donc, comment est-ce qu'on va tarifer tout ça? Il y a un rôle majeur à ce niveau-là, avec toujours les questions qui semblent être des acquis aujourd'hui, mais qu'il va peut-être falloir se battre pour les maintenir, du genre la péréquation tarifaire. Évidemment. Ça, voilà. On va se battre hein, là-dessus. Nous, notre conviction est faite. Tu comptes bien. Bah, écoute, non, on va se battre. Bah, écoute, Maxence, merci beaucoup. Je reprends juste le terme de flexibilité où à nos amis gaziers qui sont en ligne, on milite également côté CFDT sur un développement, on va dire, maximum mais raisonnable. Hein. Il ne faut pas non plus produire des matières agricoles uniquement dans le but de faire du gaz, mais en tout cas, c'est un levier de flexibilité qu'on imagine pertinent, hein, le biogaz, dans encore une fois des limites raisonnables, et on œuvre aussi là-dessus. Donc, un grand merci, Maxence. C'était extrêmement riche. C'était forcément trop court parce que les sujets sont d'une complexité telle qu'il faudrait beaucoup de temps pour en assurer une complète compréhension. Merci à tous. Je suis extrêmement confus parce que j'ai eu des conditions techniques assez difficiles, ce qui est jamais facile quand on est en direct, mais c'est comme ça. Merci Maxence. Bonne continuation, et puis j'invite chacun encore une fois à prendre connaissance de ce que tu as écrit récemment dans ton livre Énergie Fake or Not. Merci Maxence, merci à tous, merci à toutes. Merci beaucoup Christophe. Effectivement, j'ai pas parlé du biogaz, mais c'est une erreur, j'aurais dû. C'est aussi un des leviers sur lesquels il va falloir vraiment accélérer en France. On l'a fait, on vient de le faire à l'instant. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Maxence, au revoir.